Vous êtes nombreux à nous avoir demandé des Jane et John Doe en commentaire, alors voici une terrible histoire dont l'enquête a duré près de 20 ans et qui vient d'être résolue le mois dernier. 20 ans durant, le mystère demeurait. Qui est cette jeune femme qui a été retrouvée près d'un champ et dont le corps est le témoin silencieux de nombreuses années de violences, tant physiques que sexuelles? Aujourd'hui, la triste histoire de Racine County Jane Doe. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, alors abonnez-vous. Le 21 juillet 1999, alors qu'un homme et sa fille adolescente se promènent avec leur chien dans la ville de Raymond, dans le comté de Racine, comme ils le font chaque jour, leurs regards sont attirés vers le sol. Bien qu'il ait plu la nuit précédente, ils remarquent de grosses traces, comme si quelque chose avait été traîné par terre. Alors, curieux, ils suivent la piste qui les conduit jusqu'à un champ de maïs, où ils tombent nez à nez avec le corps d'une jeune femme. Et ils sont horrifiés. Et la position du corps en elle-même est traumatisante. L'un des bras est complètement disloqué. Il est clair qu'à sa position, il a été cassé. C'est une scène épouvantable pour le père et la fille qui appellent immédiatement la police. Les enquêteurs arrivent immédiatement sur les lieux et ce qui les frappe tout de suite, c'est l'état du corps. Ils parlent de négligence extrême, sans compter que la jeune fille a été agressée sexuellement et à de multiples reprises. Ils diront plus tard dans un communiqué, je cite, « Nous avons enquêté sur bien des morts au cours de nos carrières et nous avons vu bien des choses troublantes. Cependant, la brutalité totale et la barbarie infligée à cette jeune femme est quelque chose que nous n'oublierons jamais. » Le légiste estime que la jeune femme a entre 18 et 35 ans. Elle présente un nombre impressionnant de blessures graves, des os cassés, des coupures infectées, un traumatisme contondant à la tête, des brûlures. L'une de ses oreilles a été littéralement explosée, son nez fracturé, la pauvre a été massacrée à petit feu durant des mois entiers. Elle décédera après une longue série de mauvais traitements, d'une pneumonie septique consécutive à ses multiples blessures. Elle a ensuite, comme vous le savez, été traînée comme un tas d'ordures puis jetée dans la nature, et elle serait morte la veille de la découverte de son corps, mais comme il a plu la veille, encore une fois, beaucoup de preuves et d'éventuelles traces ADN ont été effacées. Mais alors, qui est-elle? Difficile à dire comme elle ne porte aucune pièce d'identité sur elle, et aucune fille ne correspondant à sa description n'a été déclarée disparue. La seule chose que l'on sait, c'est qu'elle était entre les mains d'une ou plusieurs personnes qui ont fait preuve d'une cruauté sans nom. Son ou ses agresseurs l'ont même privée de nourriture un certain temps, la pauvre, est dans un état de malnutrition avancé. Sans compter, et ça vient ajouter encore plus à la cruauté de ce meurtre, qu'il semblerait que la jeune femme souffrait d'un handicap mental. Alors elle était sans aucun doute une personne particulièrement vulnérable. Certains indices suggèrent qu'elle vivait dans une certaine précarité. Ses dents, notamment, elles ne sont pas très bien entretenues, ni même alignées, certaines dépassées de la bouche, et elle avait de nombreuses caries, sans compter qu'il lui en manquait certaines. Elle aurait dû, normalement, être amenée chez un dentiste. Elle a les cheveux auburn, qui par endroits tendent vers le blond. Elle avait probablement les yeux bruns, noisettes ou verts, et enfin, elle avait des boucles d'oreilles. Elle portait également un chemisier d'homme gris avec des fleurs sur le devant. Et pour faciliter son identification, les inspecteurs établissent un portrait robot de ce à quoi pourrait ressembler la victime et le diffusent à grande échelle, mais personne ne se manifeste. Pourtant, elle a bien de la famille ou des amis quelque part qui la recherchent. Faute de mieux, la malheureuse sera enterrée le 27 octobre 1999 après que l'autopsie et d'autres examens aient été pratiqués. Et ce sera en la présence d'une cinquantaine de personnes qui toutes ont été touchées par l'histoire de cette Jane Doe. Mais ça n'arrête pas l'enquête puisque les enquêteurs vont s'intéresser de plus près à cette chemise atypique que portait la jeune femme et ils remontent jusqu'au fabricant.
Le fabricant leur indique que ces chemises avaient été commercialisées à partir de 1984, mais ça n'a pas beaucoup fait avancer l'enquête. Impossible de remonter à l'acheteur, et toujours impossible de savoir qui elle est. La seule chose qui est sûre, c'est que la malheureuse est une véritable martyre. Elle a littéralement été tuée à petit feu, sans compter, encore une fois, ses multiples agressions sexuelles dont elle porte encore les traces. Et faute de mieux, des hypothèses voient le jour. Les enquêteurs ont tout d'abord pensé qu'il pouvait s'agir de Audria Alexis Bowman, qui avait a priori fugué de chez ses parents adoptifs dans le Michigan le 11 mars 1989. Mais à une comparaison ADN, ce n'est pas elle. Tina D'Ambriosion a aussi été suspectée, ainsi que Karen Wells, mais celles-ci ont également été exclues. D'autres ont émis l'hypothèse que ce meurtre était peut-être en relation avec celui de Mary-Kate Chamizo, née Sutherland, car cette dernière avait également été retrouvée en Illinois, plus précisément dans le comté de Lake. Elle avait été elle aussi sous-alimentée, avait une très mauvaise dentition et avait aussi été battue à mort. Alors peut-être s'agit-il du même bourreau. Mais finalement 3 suspects avaient été arrêtés, dont un écroué, et il s'avère qu'il n'avait aucun rapport avec Racine County Jane Doe, puisque notre Jane Doe sera surnommée Racine County Jane Doe, puisqu'elle a été retrouvée dans le comté de Racine. Les années vont passer, et personne, encore une fois, ne semble reconnaître la jeune femme, ni ne la réclame. Alors un nouveau portrait robot est établi en 2012 par le Centre national pour les enfants disparus et exploités, à partir des photos prises à la morgue. En 2013, le corps est déterré grâce à l'évolution de la science, peut-être qu'on pourra en savoir plus. Les autorités espèrent qu'en étudiant les os d'un peu plus près, ils seront peut-être capables de dire où la femme avait vécu avant sa mort, notamment grâce à la recherche en isotope. Et si vous ne savez pas ce qu'est la recherche en isotope, je vous propose d'aller regarder notre vidéo sur Opelika Jane Doe. Mais le public ignore à ce moment-là que la police a reçu une information anonyme qui va accélérer le dénouement de l'enquête. Mais pour l'instant, les enquêteurs ne disent rien et œuvrent en silence. Et le 21 juillet 2016, date anniversaire de la mort, Racine County Jane Doe est enfin réenterrée, l'autopsie du corps est à présent terminée et les autorités annoncent qu'ils ont fait de nouvelles découvertes dans l'affaire. Les enquêteurs déclarent que l'analyse en isotope a porté ses fruits, et il s'avère qu'elle a passé plusieurs années de sa vie dans la région de l'Alaska, ou bien alors dans le Montana, en tout cas dans le sud du Canada. Elle a aussi passé un certain temps au sud du New Hampshire ou dans le New Jersey, mais à nouveau, l'enquête semble stagner. Mais c'est en réalité loin d'être le cas. Et alors que Racine County Jane Doe est l'une des plus tristement célèbres Jane Doe des États-Unis, le shérif du comté de Racine fait une nouvelle annonce officielle. C'était tout récemment, le 8 novembre 2019. Suite à plusieurs témoignages anonymes, notamment un qui date du 16 octobre 2013, on sait désormais qui est cette Jane Doe. Quelqu'un a appelé le commissariat de Raymond à propos d'un meurtre commis dans les années 90 et il n'a pas fallu beaucoup de temps aux enquêteurs pour faire le lien avec Racine County Jane Doe et coup de théâtre, il s'agit d'une certaine Peggy Lynn Johnson. Elle était âgée de 23 ans au moment de sa mort. Elle était originaire de la ville d'Henry, dans l'Illinois, et il s'avère que la jeune femme n'avait jamais été déclarée disparue. Mais ce n'est pas tout. Son meurtrier présumé a également été identifié. Et ce n'est pas un meurtrier. C'est une meurtrière. Une certaine Linda Laroche, une infirmière de 63 ans. Elle est arrêtée dans la foulée le 5 novembre 2019 à Cap Coral, en Floride. Elle se serait confiée à plusieurs personnes affirmant ainsi avoir tué quelqu'un alors qu'elle séjournait dans l'Illinois dans les années 90. Et vous l'aurez deviné, une de ces personnes est allée rapporter ses confessions au commissariat en 2013, puis encore une autre le 23 septembre 2019.
Laroche a donc été arrêté pour homicide volontaire au premier degré et dissimulation de cadavre. Et voici ce qu'il s'est vraisemblablement passé. Peggy Lynn, après le décès de sa mère, s'est retrouvée sans domicile fixe. Et la pauvre n'avait que 18 ans. En grande précarité, elle était effectivement handicapée mentale, elle s'est alors adressée à un centre médical pour trouver de l'aide. Et c'est dans ce centre qu'elle a rencontré celle qui deviendra son bourreau, Linda Laroche. Elle y officiait en tant qu'infirmière. Linda, soi-disant touchée par la situation de la jeune fille, lui a proposé de venir habiter chez elle. En échange du gîte et du couvert, elle servirait de femme de ménage. Et Peggy, ravie, a accepté. Mais c'est un piège qui s'est refermé sur la jeune femme. Elle est devenue l'esclave de Linda. Elle devait garder ses 5 enfants, faire toutes les tâches ménagères et selon l'ex-mari de Linda et ses 5 enfants, Peggy a été maltraitée sur une longue période avant sa mort par Linda. Elle était régulièrement battue et même privée d'eau et de nourriture. Et l'intensité et la fréquence des mauvais traitements étaient telles, eh bien, qu'elle en est morte, doucement, à petit feu. Ce sont 5 années d'enfer que la jeune femme a vécues, et chaque parcelle de son corps peut en témoigner. Les enfants de Linda diront que celle qu'ils considéraient comme leur nounou était quelqu'un de gentil. Ils étaient encore petits à l'époque, mais souvent, ils demandaient à Peggy pourquoi elle avait des blessures ici ou là. Et avec les années, ils ont vite compris pourquoi. La pauvre dormait dans les toilettes, et un jour, ils n'ont plus revu leur nounou, sans même un début d'explication de la part de leur mère. L'ex-mari de Linda témoignera aussi, et il dira un jour être rentré chez lui et avoir trouvé Peggy Lynn morte. Linda lui avait dit qu'elle avait fait une overdose de médicaments et lui avait demandé de prendre les enfants avec lui en ville le temps qu'elle se débarrasse du corps. Et bien évidemment, inutile de vous dire que personne n'a appelé la police. Mais Linda Laroche, elle, présente une autre version aux enquêteurs. Elle dit qu'elle était rentrée et qu'elle avait vu Peggy debout dans la cuisine avec tout un tas de pilules dans ses mains. Peggy se serait alors empressée de les jeter dans l'évier quand Linda Laroche lui avait demandé ce qu'elle faisait avec ces pilules. Et quelques instants plus tard, quelques minutes même plus tard, Peggy s'était effondrée sur le sol. Et c'est pour ça que son ex-mari a cru qu'elle était décédée. Mais en réalité, et surtout d'après Linda, Peggy n'était pas morte, juste inconsciente. Et comme elle ne voulait pas s'attirer d'ennui à cause de cette droguée, elle a demandé à son mari d'emmener les enfants manger des glaces en ville pendant qu'elle se chargeait de Peggy. C'est là qu'elle l'aurait déposée au bord d'une route, bel et bien vivante, mais les enquêteurs savent que c'est faux, car il n'y avait aucune trace de médicaments dans le sang de Peggy. Alors non, elle ne risquait pas de faire une overdose. La réalité, c'est que c'est bel et bien un corps sans vie que se trimballait Linda Laroche, et elle s'est arrangée pour parcourir une longue distance afin de l'éloigner le plus possible de chez elle. Corps qu'elle a ensuite traîné près d'un champ, dans un autre état, encore une fois, dans le but de brouiller les pistes. Et comme la mère de Peggy était décédée et qu'elle n'avait pas d'autre famille, personne ne s'est inquiété de sa disparition, alors jamais sa disparition n'avait été signalée. Mais Linda ne se démonte pas et elle continue de mentir. Elle change donc de version et déclare qu'elle a laissé Peggy Lynn bel et bien en vie au bord d'une route dans le Wisconsin, tout près de chez sa grand-mère. Elle affirme que la jeune femme se droguait avec les médicaments qu'elle possédait légalement chez elle. Elle dit en avoir eu beaucoup en sa possession pour les besoins de son métier, car elle était infirmière dans un centre correctionnel, et encore une fois, elle en avait marre d'avoir une droguée à son domicile. Et cette version, celle de la grand-mère notamment, est encore une fois complètement fausse, puisqu'il s'est avéré que Peggy n'avait que peu de famille. Un père et un frère, qui étaient tous décédés au moment des faits, ainsi qu'une sœur, mais elle ne l'avait jamais rencontrée. La pauvre Peggy a dû servir de bouc émissaire à Linda, et n'ayant nulle part où aller, elle n'a sans doute eu pas d'autre choix que de supporter toute cette barbarie. C'est donc 5 ans de mauvais traitements qu'elle a subis avant que son corps
à bout de souffle, ne lâche. L'enquête est toujours en cours, il y a encore beaucoup de zones d'ombre à éclaircir, comme par exemple les traces d'abus sexuels dont souffrait Peggy. D'où viennent-elles? Nous vous tiendrons informés des avancées de l'enquête. Quant à la pauvre Peggy, eh bien au moins elle reposera en paix puisqu'elle sera enterrée prochainement aux côtés de sa mère à Belvidere dans l'Illinois. Et si Linda Laroche est reconnue coupable, eh bien elle risque la prison à vie et elle est actuellement dans l'attente de son procès et toujours interrogée. Si Peggy a eu la chance de retrouver son identité et en quelque sorte sa dignité en étant enterrée près de sa mère, eh bien ils sont encore très nombreux à ne pas encore avoir eu cette chance. Mais grâce aux avancées de la science, eh bien régulièrement, des Jane et John Doe retrouvent leur identité. Et comme souvent les corps sont retrouvés très loin, dans d'autres États, eh bien sachez, à titre informatif, que vous avez la possibilité de contribuer financièrement au rapatriement de ces corps pour leur permettre de reposer en paix près de leur famille. Comme ça a été récemment le cas de Lyle Stevicki. Il y avait une cagnotte pour rapatrier le corps qui avait été identifié bien des années plus tard. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter le cas de Lyle Stevicki qui est littéralement poignant. C'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous remercie de nous avoir suivis, je vous remercie de tout votre soutien, de tous vos commentaires et je vous dis à très vite sur YouCrim.